François Hollande est donc avec nous ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs de BFM TV qui nous rejoignent. François Hollande, il est 8h20. On a pris un peu d'avance parce que je voulais avoir un peu de temps avec vous jusqu'à 8h53, 55 pour parler de tout. Évidemment pour parler d'Europe. Vous nous avez annoncé tout à l'heure sur RMC et RMC Découverte que vous alliez voter pour la liste conduite par Raphaël Glucksmann. C'est très clair. Est-ce que vous allez participer à un meeting ? Non. Non. Je ne suis pas sûr que ce soit la place d'un ancien président que d'aller dans un meeting. On vous l'a demandé ou pas ? Il ne m'a pas été demandé de le faire, donc les deux options se sont finalement confondues. Alors, vous avez expliqué pourquoi ce vote ? Parce que je suis socialiste et parce que je voudrais que le président de la Commission européenne soit socialiste, François Hollande, et que les socialistes soient présents. Parce que le risque... Aujourd'hui, cette liste est à 4%. Le risque, c'est qu'il n'y ait plus un seul socialiste français au Parlement européen. Dans les élections européennes, et celle-ci ne fait pas exception, il y a toujours un double enjeu. Un enjeu national et un enjeu européen. Bon, l'enjeu national, c'est de savoir quel est l'état des forces politiques, et je pense qu'il est très important que le courant socialiste redevienne la première force de gauche. Mais il y a aussi, et surtout, un enjeu européen. Et on n'en parle pas suffisamment. C'est pour ça que j'ai voulu venir à votre micro. Quelle est la conséquence du vote que vont faire les Européens, donc les Français, dimanche ? C'est de savoir qui va être le prochain président de la Commission européenne, qui va donc inspirer la politique européenne pour les 5 prochaines années. Et deuxièmement, qu'est-ce que va être le choix du Parlement européen en termes budgétaires ? Puisque la prérogative d'un Parlement, et le Parlement européen en est un, c'est de voter le budget. Donc l'enjeu, c'est de savoir quel va être le groupe le plus important. Pourquoi ? Parce que depuis que Jacques Delors avait lancé cette idée, elle avait été reprise, c'est le groupe le plus important qui détermine la personnalité qui va être président de la Commission européenne. Lorsque, en 2014, il y a eu des élections européennes, c'est la droite, le centre-droit qui avait eu le groupe le plus important, et c'est donc M. Juncker qui avait été désigné président de la Commission européenne par les chefs d'État et de gouvernement et investi par le Parlement européen. Parce qu'il faut que le président de la Commission européenne, comme la Commission, soit investi. Donc, pour le vote, et ça se fera entre les deux groupes, ça ne se fera pas avec un autre groupe. Les extrémistes... Il n'y aura pas d'alliance, par exemple, avec les libéraux de mais c'est pas ainsi que ça se passe. Donc, les extrémistes vont faire 100 sièges sur 720, donc de toute façon ne pourront pas prétendre. Les libéraux ou les écologistes vont faire sans doute un score convenable, mais seront le 3e ou 4e groupe. Donc ça va se jouer entre le groupe socialiste et le groupe de droite. Donc c'est pour ça que l'enjeu il est très important. Et il faudrait que les présidents les présidents putatifs, les candidats à la présidence, viennent en France, comme partout en Europe, défendre cette cause. Et je suis surpris... affirme plus ou moins son soutien à Emmanuel Macron. Vous le regrettez d'ailleurs ? Chacun fait ce qu'il pense devoir faire. Mais vous le regrettez ? C'est pas ma position. C'est pas votre position. Vous le regrettez ? Non, je pense qu'elle a dit qu'il y avait des mesures écologiques qui pouvaient être retenues. Oui, bien sûr, mais là, le vote, il ne doit pas s'inspirer simplement de telle ou telle mesure. Il doit être d'abord européen et aussi, quand on est de gauche, de défendre des listes de gauche. Le Rwanda, 23 anciens ministres de François Mitterrand se sont plaints des propos tenus par Raphaël Glucksmann à propos du Rwanda, qui a parlé de complicité de génocide. Insultes, accusations envers François Mitterrand ? Oui, je comprends. Vous regrettez ces propos ? Vous les condamnez, ces propos ? Je comprends l'indignation, non pas simplement de ministre de François Mitterrand, mais d'une grande partie des Français, parce que François Mitterrand, dans cette affaire terrible qui a été le génocide au Rwanda, a tenu sa place et a fait en sorte qu'on puisse, à un moment, éviter qu'il y ait d'autres massacres. Donc on ne peut pas parler de complicité. Il y a eu même une commission d'enquête qui a travaillé. Moi-même, quand j'étais président de la République, j'ai ouvert les archives, donc il faut aller encore plus loin pour bien démontrer que la France, je dis bien la France, parce que ce n'est pas simplement François Mitterrand, on était en cohabitation, la France n'a pas de responsabilité dans le génocide arménien. Vous soutenez donc une tête de liste qui dit le contraire.
Mais moi, François Hollande. Je soutiens. Pardon, mais oui. Mais je ne suis pas d'accord sur cette intervention de Raphaël Glucksmann, mais je soutiens la liste socialiste parce que je suis socialiste et je ne mets pas les personnalités au premier rang dans cette affaire. Raphaël Glucksmann ne va pas être le président de la Commission européenne. Et est-il important, la première place dimanche prochain à ces élections européennes est-elle importante? Si le Rassemblement national arrive devant la liste La République En Marche dimanche, quelles conséquences pour Emmanuel Macron? Et je ne comprends pas qu'on ait posé cette question au long de la campagne. Et c'est venu de part et d'autre. Hein, oui, de part et d'autre. Du Front National comme du côté de La République En Marche. Parce que c'était pas l'enjeu. L'enjeu, je vous l'ai dit, c'est de savoir quel va être le groupe le plus important au Parlement européen, tout pays confondu. Moi, quand j'étais président de la République, il se trouve que le Front National a fait le meilleur score. Oui. Et que la liste socialiste a fait 14%. Largement. Largement. Est-ce qu'on en a fait un débat de politique intérieure? On s'est dit, est-ce que ça a pesé sur la suite de votre quinquennat ou pas? Non. Je me suis dit, attention, le Front National peut être au second tour de l'élection présidentielle, c'est ce qui d'ailleurs s'est produit. Attention, il y a une aspiration souverainiste, populiste, extrémiste qui s'exprime dans le pays comme d'ailleurs dans d'autres pays européens, mais je n'en ai pas fait une question de politique intérieure. Et je crois que c'est regrettable parce que il ne faut pas que l'on puisse donner l'impression, avec une participation qui va être, on le sait, trop faible, que l'on puisse avoir des interprétations comme quoi... Mais Marine Le Pen a fait de cet événement, elle n'est pas seule d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas le sujet. Et je comprends leur intérêt, parce que quand il y a un président qui n'est pas populaire, on dit allez voter contre le président. Ou lorsque le président veut s'impliquer dans le débat, on le voit, pour lutter à juste raison contre le Front National, on transforme l'élection européenne en un scrutin purement Emmanuel Macron politique. A voulu transformer cette élection européenne en événement purement politicien, il est sincère, franco-politicien, il est sincère si je puis dire. Il est sincère quand il veut éviter que les extrémistes fassent un résultat trop important. Il y a un calcul politique. Mais je pense aussi qu'il a voulu jouer sur le vote utile, parce que dans une élection, c'est vrai qu'il faut mobiliser les électeurs en disant attention, votez pour notre liste pour éviter le Front National. Non, votez pour une liste, quelle qu'elle soit, pour que l'Europe avance. Mais il s'est impliqué dans cette campagne. Il s'implique dans ce que vous n'aviez pas voulu en 2014. Est-ce qu'il a tort? Je pense que le président de la République a raison d'évoquer les grands enjeux, et notamment la montée du nationalisme partout dans le monde. Et moi-même, depuis longtemps, j'alerte, parce que ce n'est pas une question simplement européenne. Donald Trump est le leader de l'extrême droite dans le monde. Et le leader du nationalisme. C'est pas un hasard s'il a envoyé un de ses conseillers dans toute l'Europe. Donc, nous avons devant nous un monde où la crispation nationaliste a pris un tour nouveau. C'est un cycle qui s'est produit et qui n'est pas forcément terminé. On le retrouve aussi dans d'autres pays, en Russie, en Turquie, en Chine. Il y a cette aspiration à vouloir être une puissance et à exprimer, quelquefois même à radicaliser les tentations nationalistes. En Europe, nous avons aussi ces mouvements-là. Donc il est très important de les dénoncer. Mais il faut être aussi tout à fait lucide, comme nous devons être justes. Ces partis-là, ces mouvements-là en Europe vont sans doute connaître une progression, mais ne vont en aucune manière pas la majorité. Peser, mais même peser. Ils seront une centaine de parlementaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une contradiction. Celle que j'exprimais à votre micro tout à l'heure, que je vais refaire devant les auditeurs et les téléspectateurs de BFM. Aucun pays, aucun parti, fût-il le plus extrémiste, ne demande qu'il y ait une sortie de l'Union européenne. L'exemple du Brexit est de ce point de vue-là tout à fait éclairant. Donc, les partis extrémistes sont dans une contradiction. Ils veulent rester dans l'Union européenne et ne pas la changer. Et en même temps, ils dénoncent l'Union européenne. Quel est le plus grand risque pour l'Europe? C'est pas qu'elle se disloque. Aucun pays ne veut quitter l'Union européenne. Pas la Pologne, pas la Hongrie, pas l'Italie. Aucun parti ne veut quitter la zone euro. Elle est bien protectrice, et Mme Le Pen en a fait, hélas pour elle, la démonstration lors du débat de second tour face à Emmanuel Macron. Donc quel est le plus grand danger? C'est pas que l'Europe se disloque, c'est que l'Europe s'arrête, qu'elle n'avance plus. Parce qu'il y a des pays, aujourd'hui, et pas simplement gouvernés par les nationalistes, y compris par des libéraux, qui ne veulent plus que l'Europe avance.
Donc Emmanuel Macron a raison de s'impliquer comme il s'implique. Si je vous comprends bien, si je vous écoute bien. Il a raison de dénoncer la montée du nationalisme et l'intervention de puissances extérieures. Il a, à mon avis, pris un risque parce que il ne faut pas... Il a tort d'être sur une affiche. Il ne faut pas... vantant, non, on a le droit d'être sur une affiche, mais il ne faut pas transformer une élection européenne en un scrutin intérieur où le débat ne peut pas se résumer. Ce qu'il fait ne peut pas se résumer entre le Front National d'un côté et la République En Marche de l'autre. Heureusement qu'il y a du pluralisme et heureusement que l'on va revenir à l'enjeu. Quel va être le groupe le plus important? Ça ne sera pas le groupe de la République En Marche, ça ne sera pas le groupe de l'extrême droite, ça sera ou le groupe socialiste ou le groupe du centre droit, donc aujourd'hui en France des Républicains. Parlons d'Europe, je vous parlerai d'Emmanuel Macron, je vous parlerai des Gilets jaunes, je vous parlerai des mesures et des futures réformes, mais François Hollande, est-ce que l'Union européenne coûte cher? Parce que c'est une question qui revient sans cesse dans cette campagne. Est-ce que l'Union européenne coûte trop cher à la France? Quel est le budget de l'Union européenne? Je ne vais pas faire ce jeu, mais quel est le budget de l'Union européenne? 160 milliards d'euros. Quel est le budget de la France? 390 milliards. Quel est le budget des États-Unis d'Amérique? 3500 milliards. Alors on va nous dire, ça coûte trop cher, 160 milliards pour tout le continent européen, pour 550 millions d'habitants? Après on nous dit, mais est-ce que la contribution de la France n'est pas plus importante que ce qu'elle reçoit? Oui, elle l'est. Et les chiffres ont été donnés, de 7 à 8 milliards. Mais la France reçoit aussi beaucoup, parce que pour la politique agricole, nous sommes le premier bénéficiaire. Donc, on ne peut pas dire que l'Europe nous coûte trop cher. On peut dire que l'Europe ne nous rapporte pas suffisamment, non pas en termes de milliards, mais en termes d'efficacité ou de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que l'Europe soit beaucoup plus en avance sur les questions d'environnement, sur les questions d'immigration et sur les questions également d'harmonisation fiscale. Et je vous donnerai ma méthode après. Alors justement, allons-y. Comment se défendre en Europe contre les ambitions de la Chine, contre les ambitions américaines, contre les ambitions russes aussi? Nous sommes pris en étau dans ce monde multinational. Mon expérience de président de la République. Oui. Ma vision de la situation d'aujourd'hui. Oui. Et peut-être la distance que j'ai par rapport aux événements tout en les analysant me conduit à faire la proposition suivante. L'Europe à 27 va demeurer, mais elle ne peut plus être le cadre d'une Europe qui avance, nous défende et nous apporte un certain nombre de protections, notamment en matière d'environnement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à nos partenaires, vous restez là où vous êtes, l'Europe à 27, elle va continuer, mais nous allons avancer beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin sur les questions qui intéressent les Européens. La défense européenne. Comment éviter que des puissances nous menacent? Sur les questions... Je m'arrête quelques instants sur la défense, avec des accords entre pays d'intervention militaire si l'un de ces pays est attaqué. Oui, mais ça c'est ce qui existe dans l'OTAN. Mais vous avez raison. Mais dans l'OTAN. Dans l'OTAN. Pas dans un cadre européen. Mais donc la méthode, ça sera donc de faire un nouveau traité, pas à 27. Oui. Mais à plusieurs pays, lesquels d'abord la France et l'Allemagne. Et donc ma proposition, c'est qu'il y ait un traité franco-allemand qui dise, voilà, sur la défense européenne, bien sûr qu'il n'y aura pas d'armée européenne à court terme, mais par exemple sur les opérations extérieures, quand nous devons agir contre le terrorisme en Afrique, en Syrie, en Irak, nous agissons ensemble, nos forces armées. Deuxièmement, ce traité dira, en matière d'environnement, d'écologie, puisque c'est la première aspiration, nous allons y revenir, il faut que la France et l'Allemagne montrent l'exemple, les renouvelables, l'isolation des logements, etc. Et troisième exemple, nous allons aller beaucoup plus loin sur la question du contrôle de l'immigration, parce que nos deux pays ont été confrontés à cette question des réfugiés. Nous avons des solutions, et bien sûr que nous allons les proposer à d'autres. Viendront nous rejoindre... Viendront s'agréger les pays qui le décideront. Mais les autres ne seront pas exclus, mais ils ne pourront pas nous empêcher. Et si on ne fait pas cette rupture, d'une certaine façon, par rapport à ce qui a été le mode de construction de l'Europe, eh bien, qu'est-ce qui va menacer l'Europe? C'est pas le scepticisme, c'est l'indifférence. Mais plus personne ne regardera vers l'Europe. Et comme, en plus, la Chine, la Russie, les États-Unis ont des politiques de puissance, la Chine sur le plan commercial, oui,
la Russie sur le plan militaire et les États-Unis sur le plan commercial et même davantage. Alors, il faut bien que l'Europe s'organise. Elle ne peut plus le faire à 27 sur ces bases-là, parce que certains pays regardent vers les États-Unis, d'autres regardent vers la Russie, et même d'autres regardent vers la Chine. Une question vient naturellement. Est-ce qu'Emmanuel Macron a affaibli la France à l'intérieur même de l'Europe? Quand on voit les difficultés rencontrées dans le couple franco-allemand, même si le couple, je n'aime pas trop cette expression, mais... la relation, le moteur, l'amitié. Bon. Est-ce qu'Emmanuel Macron a affaibli la France? Non, je ne veux pas me mettre sur ce terrain, mais je pense qu'il doit considérer que la relation entre la France et l'Allemagne est déterminante. C'est pas facile. Moi-même, il ne considère pas. Il doit considérer. Oui, ça veut dire qu'il ne considère pas. Il a pensé que ce serait plus facile et que ça a eu parfois des contradictions, des confrontations. Le mot a été utilisé. Oui. Eh bien, elles existent, bien sûr. Mais il faut faire un effort pour rapprocher la France et l'Allemagne. Moi-même, quand président de la République, j'ai dû affronter la crise de la zone euro, la question de la Grèce, les réfugiés, l'Ukraine. Madame Merkel n'était pas de ma famille politique, de ma sensibilité politique. Elle est centre-droit, je suis socialiste. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Au-delà des caractères, au-delà des sensibilités politiques, nous avons travaillé ensemble. Eh bien, le général de Gaulle, Konrad Adenauer, François Mitterrand, Helmut Kohl, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt avant lui, et puis Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, nous avons tous fait le choix d'une relation franco-allemande qui puisse faire avancer l'Europe. Mais aujourd'hui, ça a pris une dimension particulière. Parce qu'il faut maintenant que la France et l'Allemagne, non pas simplement tirent les autres, mais fassent une union particulière pour donner à l'Europe une nouvelle dimension. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu justement une rencontre là, dans le cadre de ces élections européennes, des rencontres au plus haut niveau pour expliquer justement ce que peut être une Europe forte demain? Je regrette qu'il n'y ait pas eu une campagne véritablement européenne. Par exemple, que les chefs de file, les futurs présidents de la Commission européenne ne viennent pas. La campagne n'est pas incarnée, quoi. Oui, elle n'est pas. Alors qu'elle devrait l'être, parce que la question, c'est toujours de dire quel est le numéro de téléphone de l'Europe, quelle est la personnalité de l'Europe. La personnalité de l'Europe, c'est le président de la Commission européenne. Et c'est de ces élections de dimanche que va dépendre le choix du président de la Commission européenne. Quelques mots sur le dérèglement climatique, qui est la première inquiétude des Européens exprimée en Europe, et notamment par les jeunes. Alors, vous avez vu, des banques du climat, il y a des propositions qui viennent de tous les côtés, taxation du kérosène des avions. Que dites-vous, que proposez-vous? Vous savez, dans une campagne, il y a énormément de propositions dont beaucoup ne sont même pas possibles dans le cadre des traités existants. La banque sur le climat, ça dépend de la Banque européenne d'investissement qui existe déjà. Il faut qu'elle augmente son capital et j'y suis favorable. Je l'avais moi-même d'ailleurs fait avec nos amis européens pour qu'il puisse y avoir des investissements qui soient financés par cette banque. Des taxes aux frontières, il faut l'unanimité pour en déterminer pas simplement le niveau, mais l'existence même. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'on soit réaliste de ce que peut faire l'Europe à 27. Eh bien, elle doit rester dans les traités existants. Et on voit bien qu'il manque, ces traités existants, de la priorité que nous avons aujourd'hui. Quand il y a eu, vous vous souvenez, le traité de Lisbonne, c'est-à-dire le dernier traité européen, 2008, après l'échec du traité constitutionnel européen. Oui. La question... on vous a beaucoup reproché à toute la classe politique de vous être assis sur le vote des Français. Enfin, moi, je n'étais pas 2005. président de la République. Non, mais vous n'étiez pas président de la République. Mais en 2008, il y a eu un traité, effectivement, qui a... Qu'est-ce que vous avez voté, d'ailleurs, en 2008? Comme parlementaire, j'ai voté ce traité, bien sûr. Mais ce n'était pas moi qui pouvais décider du référendum. Mais je reviens au traité lui-même. En 2008... C'est très intéressant, c'était pas si loin, il y a 10 ans. La question écologique était-elle posée? Non. Dans le traité, y a-t-il eu des dispositions pour que l'environnement et l'écologie soient considérés comme un domaine de compétence de l'Europe? Non. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Toujours mon idée, avec l'Allemagne et les quelques pays qui le voudront, aller beaucoup plus loin et faire un traité spécifique. Et c'est là que l'on peut effectivement dire qu'à quelques pays, on peut mettre une taxe sur le kérosène, qu'on peut mettre une taxe sur nos propres achats lorsque ces produits ne respectent pas les normes environnementales. Mais aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle est ne peut pas le permet pas. Bien, François Hollande, Marine Le Pen, présidente en 2022, vous dites c'est possible, le risque est grand.
est-ce que c'est la conséquence de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron? Non. Là aussi, soyons justes, le Front Oui. National, il existe depuis 1983. Il a fait des résultats qui n'ont cessé d'augmenter. Et donc, nous sommes devant un mouvement qui n'est pas simplement français, qui est un mouvement international et européen, de montée du nationalisme, parce qu'il est facile de dénoncer ce qui ne fonctionne pas et de penser que tout seul, replié dans des frontières et refusant le monde, on pourrait y arriver. Mais si le Front National, et c'était ça mon inquiétude, est la seule alternative face à un pouvoir, quel qu'il soit, alors le risque existe. Et c'est pourquoi les partis de gouvernement, je ne parle pas simplement du parti En Marche, mais le parti socialiste, les partis des Républicains, ces partis qui ont gouverné la France, et qui ont vocation à gouverner la France, ne se ressaisissent pas, ne se redressent pas, ne font pas des propositions nouvelles, capables de donner de l'espoir, alors le risque extrémiste existe. Et moi, je veux le conjurer. Parce qu'on voit ce qui se passe. Mais est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à un régime fort, un régime autoritaire, un régime nationaliste? Non, les Français, ils sont souvent contradictoires. J'ai pu observer vous en rendre compte, dans la responsabilité qui était la mienne. Ils sont à la fois pour l'autorité, et ils ont raison sur un certain nombre de sujets, face au terrorisme, face à une forme d'abandon, un certain nombre de règles civiques. Il est nécessaire d'avoir de l'autorité. Mais ils ne sont pas pour l'autoritarisme. Ils sont pour la liberté. Ils sont très attachés à la liberté. Et c'est pourquoi ils refuseront, j'en suis sûr, la solution extrémiste. Mais il y a toujours un moment des peuples qui glissent. Qui aurait pensé que l'Italie pourrait se donner à des groupes extrémistes? Italie, qui est un des pays qui a été le plus européen, qui avait connu le fascisme. Qui aurait pu le penser? Donc, qui aurait pu imaginer qu'en Allemagne, après ce qui s'était produit, le nazisme, est-ce que ça avait provoqué comme malheur et tragédie, qui aurait pu penser qu'il puisse y avoir une résurgence de l'extrême droite? Qui aurait pu imaginer que des pays qui avaient été pendant 70 ans sous la tutelle soviétique, privés de liberté, puissent aller vers également des chefs de gouvernement autoritaires qui privent le pluralisme de tous ses droits? Donc on est devant cette... Et je vais en citer une autre. Qui aurait pu imaginer que les États-Unis d'Amérique, une très grande démocratie qui a sauvé l'Europe 2 fois, qui a fait en sorte que les libertés puissent être proclamées. Qui aurait pu imaginer que les États-Unis se donnent un président qui aujourd'hui déchire l'accord sur le climat, déchire l'accord sur l'Iran, quitte à provoquer des menaces de guerre? Qui aurait pu imaginer que ce grand pays puisse avoir à sa tête un président qui soutient toutes les extrêmes droites en Europe et ailleurs? François Hollande, les Gilets jaunes, est-ce que les Gilets jaunes sont attirés vers les extrêmes, consciemment ou inconsciemment? Est-ce que aujourd'hui, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, fleurissent parce qu'il y a eu cette action collective de désespoir, de justice, de demande de justice, de plus de justice sociale? Vous savez, moi, j'ai reçu des gilets jaunes tout au début du mouvement. Et d'ailleurs, curieusement, il m'a été reproché de l'avoir fait. Alors même que j'étais dans plusieurs villes de France, que des délégations demandaient à être reçues, et je l'ai fait. Mais ce que j'ai entendu, c'était des demandes de justice. C'était des demandes de considération, de dignité. Je n'ai pas entendu à ce moment-là. Il y a pu y avoir des dérives. Est-ce que les réponses apportées par Emmanuel Macron sont les bonnes? Première réponse, c'était à la fin de l'année 2018, et puis réponse récente. Je dirais que celle de 2018 qui avait tardé à être annoncée était celle que les Gilets jaunes, au début de leur mouvement, avaient souhaité, c'est-à-dire l'abandon des taxes qui frappaient l'essence et le diesel. Deuxièmement, j'avais rencontré beaucoup de retraités qui ne comprenaient pas pourquoi on leur infligeait une augmentation de la CSG. Donc il était bon que cette augmentation soit supprimée. Et d'ailleurs, on peut quand même reconnaître que les Gilets jaunes ont obtenu ce que, hélas, les partis politiques ou les syndicats n'avaient pas été capables d'arracher dans le débat public. C'est dommage que ce soit par des mouvements comme cela, spontanés, et parfois, hélas, violents, qu'il y ait eu ces concessions qui auraient dû être faites plus tôt. Mais pour les dernières réponses, je vais vous dire très franchement les choses. Je ne pense pas que ce soit les baisses d'impôts
Même si pour les Français c'est toujours très agréable de les recevoir. Notamment la classe moyenne. Bien sûr, Moyenne. et qui a été, Oui. j'y ai pris ma part, sollicité pour redresser les comptes de la France. Mais je pense qu'avec ces moyens, C'est un moindre mot qui a été parfois matraqué. pour les plus favorisés, mais Ouais, bon. mais aujourd'hui, Oui. si on veut réanimer certains territoires, si on veut qu'il y ait des services publics qui puissent apporter une solidarité, et pas simplement une solidarité, aussi une activité, si on veut qu'on puisse installer des entreprises sur un certain nombre de lieux qui ont été victimes de désindustrialisation, il faut de l'argent public. Il faut qu'il y ait de l'intervention. Il faut qu'il y ait de l'investissement public. 5 milliards par an de baisse d'impôts. Les Français auront sans doute la satisfaction d'en avoir le bénéfice. Pas tous, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que seulement 43% des Français des foyers fiscaux Donc payent il ne l'impôt faut sur pas le- être attaché à la réduction de la dépense publique. Si, je pense qu'il Ah faut, bon. il faut maîtriser la Bon. dépense publique. Mais là, en Oui. l'occurrence, on va perdre 5 milliards d'euros. Oui. Et est-ce que il ne faudrait pas utiliser ces 5 milliards, j'en suis sûr, hein, pour dynamiser des territoires, apporter son soutien à une population fragile, permettre qu'il y ait des créations d'emplois, donner davantage de moyens aux collectivités locales qui sont confrontées à ces désertifications? Oui, je le pense. Est-ce qu'Emmanuel Macron est à la hauteur de la fonction? Je pense que tout président de la République est confronté à l'impopularité. Je l'ai été peut-être autant que d'autres. Je vous voire pose plus cette que question d'autres. parce que je vous avais posé la question après je m'en 2 ans de rappelle très bien. présidence. Vous vous en Et donc souvenez? moi, je ne suis pas du tout pour Oui. mettre en cause la fonction. C'est très Oui. important, et on s'en est aperçu lorsqu'il y a les attentats, lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a des événements qui doivent réunir les Français. C'est très important que l'on respecte la fonction. Alors, il respecte la fonction, les Français doivent respecter la fonction, mais j'ai une question corollaire. Est-ce qu'Emmanuel Macron incarne la fonction présidentielle? On met du temps à l'incarner. Et je Donc vais il ne l'a pas incarné non, mais je vais parler de jusque-là. moi. C'est plus facile de parler des Oui, autres. non, mais d'accord. Mais il faut du, répondre aussi, mais vous pouvez il faut du répondre sur temps. lui. Il faut du temps. Oui. Et qu'est-ce que c'est que l'incarnation? C'est de pouvoir représenter tous les Français, qu'ils vous regardent comme étant leur président, pas le président pour qui ils ont voté, leur président. Et pour cela, il faut montrer de la compassion quand il y a des événements graves, il faut montrer de l'autorité quand elle est appelée, et il faut montrer de l'humanité. Et peut-être ce qui a manqué ces derniers mois, c'est cette dimension humaine de l'action publique. Vous aviez saisi ce manque d'humanité chez Emmanuel Macron? Non. Emmanuel Non. Macron était, lorsqu'il était conseiller et un ministre, plutôt une personne respectueuse. Vous avez été surpris? Oui, mais parce que je pense que il a considéré que la dimension Ça veut dire présidentielle... qu'il a été débordé par la fonction. que la dimension présidentielle exigeait de prendre de la distance. Or non, moi j'avais eu cette expression de président normal. Il ne s'agissait pas d'être un président ordinaire, il s'agissait d'être un président qui pouvait s'adresser aux Français, les comprendre, les écouter. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être populaire, mais avoir toujours le respect et la considération. Mais est-ce que vous êtes satisfait du bilan de 2 ans de présidence d'Emmanuel Macron? En tant que citoyen, François Hollande, je ne parle même pas de l'homme politique, en tant que citoyen, est-ce que vous êtes satisfait? Il y a un domaine où je pense que les résultats, j'y ai contribué, en matière de chômage, sont là et positifs. Donc, et ça suppose une continuité. Les choix que j'ai faits, les décisions que j'ai prises ont eu des conséquences, pas toujours au moment où je l'aurais souhaité, et notamment à la fin du quinquennat, mais ont produit leurs effets. Et c'était bien qu'il puisse y avoir de ce point de vue-là une continuité. En revanche, sur le plan social, je considère qu'il y a eu des décisions malencontreuses. La suppression de l'ISF, la baisse des APL, la remise en cause des emplois jeunes ou d'avenir, des emplois aidés, une forme d'incompréhension à l'égard des collectivités locales, des charges supplémentaires. Donc voilà, je pense que une politique économique ne peut réussir que s'il y a une politique sociale qui l'accompagne. Il a commis des erreurs comme vous avez commis Mais l'erreur, par exemple, de supprimer les heures supplémentaires défiscalisées. Oui, mais je vais néanmoins défendre cette position parce que Ah bon oui, parce que on les Parce que arrête. j'ai vu dans tous les messages, Beaucoup, beaucoup de messages. Bien sûr, vous je le savez. comprends, et je On vous le dit. comprends Hein tous ceux Oui. qui travaillent Oui. et qui ont un pouvoir d'achat supplémentaire
par des heures Oui. qui sont au-delà de la durée légale, je comprends parfaitement. Mais moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'est de lutter contre le chômage et faire que plutôt qu'avoir des heures supplémentaires, on embauche. Réforme des retraites, est-ce qu'il faut allonger l'âge légal de départ à la retraite? Vous savez qu'il y a eu une loi qui a été votée durant mon quinquennat. C'est Marisol Touraine qui l'avait présentée, le Parlement l'avait adoptée, et qui prévoit que, à mesure que l'espérance de vie s'allonge, la durée de cotisation elle-même doit s'allonger. La durée de cotisation. Donc à partir de 2020, la durée de cotisation va s'allonger à mesure que Donc l'espérance de vie... forcément, ça allonge. Donc il n'y a pas besoin, de voter une loi pour en décider. C'est fait. C'est fait et ça a été concerté avec les partenaires sociaux. Alors là, il est proposé un changement de système. Oui. Bon, là, je pense qu'il faut faire très attention. Un régime commun, public-privé. Un régime commun peut être... Une forme de retraite par point. Alors, Oui. tout dépend de la valeur du point, Oui, quel va évidemment. être le niveau des pensions de réversion. Évidemment. Et donc, je pense que si on doit aller dans cette direction, qui est un changement du système de cotisation et donc de pension, il faut prendre beaucoup de précautions et faire que le dialogue social puisse être mené jusqu'au bout. J'espère que ce sera le cas. Est-ce que, je vais terminer parce qu'il nous reste 3-4 minutes sur vous, François Hollande, est-ce que vous avez regretté de ne pas vous être représenté, franchement? Franchement, oui. Oui. Je vous réponds, oui. Oui, vous avez regretté. Parce que je pense que ma responsabilité est engagée. Ça veut dire quoi? Que vous avez pris votre décision un peu vite? Sans doute. Parce que j'avais promis de la donner au mois de décembre Je me souviens, oui. 2016. J'aurais pu attendre quelques semaines, la situation politique était changée. Mais je voulais surtout conjurer la menace d'un débat, d'un duel entre la droite et l'extrême droite. C'est ça qui m'a déterminé. Mais je n'ai pas suffisamment mesuré les conséquences que ça pouvait avoir sur la gauche. Je n'aurais peut-être pas été élu, mais j'aurais défendu mon bilan. Est-ce que vous avez renoncé à être à nouveau candidat à une élection présidentielle? J'ai été président. Oui. Pour ce qui me concerne, j'ai accompli mon destin. Oui. Être président. Après, on peut me juger. Dire, il a fait, il n'a pas fait, il a affronté des épreuves, il les a surmontées. Bon. J'ai été président. Je ne suis pas dans l'obsession. Je ne suis pas victime d'une addiction particulière. J'aime l'engagement, j'aime la vie politique pour ce qu'elle peut donner de meilleur. Je ne recherche aucun gain. J'essaye d'être utile même dans la position qui est la mienne. Ancien président, je n'ai aucune responsabilité. Voilà pourquoi je continuerai à faire de la politique. Mais vous n'avez pas renoncé. Je n'ai pas renoncé à servir mon pays. Vous n'avez pas renoncé à être à nouveau candidat à une élection présidentielle. Cette question de la candidature ne se pose non, mais même pas. D'accord. Mais vous n'avez pas renoncé. Vous pourriez dire, je ne serai plus jamais candidat à une élection présidentielle. Je ne suis en tout cas pas candidat à quelque élection que ce soit dans les prochains mois et dans les prochaines années. Dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà, pour l'instant, voilà ma position. Mais vous n'avez donc pas renoncé. Que les choses soient claires. Mais non, je n'ai renoncé à rien au sens où si une situation, une circonstance l'appelait, je servirais mon pays. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Bien. Merci François Hollande. C'est moi qui vous remercie pour merci cet entretien. Merci d'être venu nous voir depuis 7h sur RMC, RMC Découverte, et depuis 8h20 sur Et c'était RMC un grand plaisir BFM d'écouter TV. les auditeurs aussi.